Bonjour à toutes et à tous, enfin bonsoir parce que là il est 19h06 et nous sommes le dimanche 25 décembre 2022, c'est le lendemain de Noël. Vous allez me dire, mais pourquoi faire une émission sur l'ukraïnisme le lendemain de Noël? Ben, c'est tout simplement que je l'avais prévu avec mon camarade Jean-Baptiste et puis, comment dire, je n'ai pas d'événement familial qui me retienne, donc voilà, je me suis dit pourquoi ne pas faire la deuxième partie de l'émission qu'on avait faite vendredi avec une voix dissidente sur l'ukraïnisme qui s'appelle Anne Morelli et qui est professeure à l'Université libre de Belgique, enfin qui était puisqu'elle est à la retraite. Donc si vous vous rappelez vendredi dernier, eh bien je vous ai présenté les 10 principes de la propagande de guerre que Anne Morelli a énoncé dans un livre qu'elle avait publié en 2001. Et j'en avais profité pour vous montrer une conférence qu'elle avait faite en 2018 dans une autre université en Belgique, à Mons. Et dans cette conférence, elle donnait des exemples historiques de ces 10 principes de propagande de guerre. Et j'avais prévu un autre entretien avec elle, beaucoup plus récent, puisqu'il date de 2022. Et en fait, je n'ai pas eu le temps de vous le diffuser vendredi soir. Donc, avec mon camarade Jean-Baptiste, eh bien, on s'est dit qu'on allait faire une émission, une seconde partie pour parler donc des principes de la propagande de guerre de Anne Morelli. Mais cette fois-ci, on vous a réservé un petit cadeau de Noël parce que Jean-Baptiste et moi, on a vraiment mis le turbo pour faire des recherches pendant ces 2 jours et on vous a préparé un petit diaporama avec des exemples de la propagande de guerre, des 10 principes de la propagande de guerre appliqués à l'Ukraine depuis le début de cette année. Et vous allez voir, franchement, ça vaut son pesant de cacahuètes. Donc, cette seconde partie, normalement, cette deuxième émission, elle devrait durer à peu près 2 heures, mais avec tout ce qu'on a préparé comme information, peut-être que ça va dépasser les 2 heures. Nous ne savons pas. En tout cas, pour l'instant, toujours un petit générique avec des voix russes et ça va être de nouveau le chant patriotique que je vous ai présenté vendredi qui s'appelle « L'adieu des femmes slaves ». Et cette fois-ci, c'est une autre version. Alors, mettez bien le son parce que vous allez voir, ça déchire. C'est le chœur des Cosaques du Kouban. C'est parti! Главу поднимала, словно солнце твой ликово сиял, но ты жертва
il faut que je te mette à égalité avec moi, Jean-Baptiste. Bonsoir, Jean-Baptiste. Bonsoir Jocelyne, bonjour à tous. Alors, je vais dire bonjour à Christophe du 29. Bonsoir Christophe du Finistère. Je suis très contente que tu sois là et j'espère que tu nous mettras des commentaires pertinents. Et bonsoir aussi à Michel Martin, que je connais pas, mais c'est très gentil de nous citer des fêtes de Noël et de fin d'année. C'est très gentil à toi, Michel. Et en plus, tu nous as mis des beaux petits, comment ça s'appelle là? Des émoticônes, c'est ça? Oui, je pense. D'ailleurs, Jocelyne, tu disais qu'on était le lendemain du jour de Noël, mais non, c'est aujourd'hui le jour de Noël. Ah bon? On est le 25 aujourd'hui, hein? Ben, je croyais que Noël c'était hier. Enfin, c'était cette Le c'est la nuit. réveillon. Pour moi, le réveillon, c'est donc le 24 au soir et Ah, le jour de d'accord. Noël, c'est le 25. D'accord. Ben, moi, je pensais à la naissance de Jésus, c'est dans la nuit, quoi. Mais tu as raison. Oui, oui, C'est oui, Noël. oui, tu as peu. Ben voilà, c'est à minuit, hein, donc ça dépend ce qu'on entend par là. Voilà, c'est Noël. Ok. Alors, Jean-Baptiste, qu'est-ce que tu as pensé du chœur que j'ai mis comme générique? Bah, très motivant, voilà, Donc, enthousiasmant. c'est vraiment, enfin, c'est vraiment, j'aime de plus en plus entendre le russe chanter, tu vois. Donc, en fait, c'est une chanson qui s'appelle L'adieu des femmes slaves, qui a été composée en 1912 par un monsieur qui s'appelait Vassili Ivanovitch Agapkin, qui était chef d'orchestre militaire et compositeur. Et comme je l'avais dit vendredi, il y a plusieurs paroles, il y a au moins 5 versions avec des paroles différentes sur la même musique. Et donc, la chanson que j'ai mise en générique aujourd'hui, eh bien, elle a des paroles que j'ai appelées Russie blanche. Parce qu'en fait, la Russie blanche était tout simplement les contre-révolutionnaires lors de la révolution bolchevique en 1917. Et en 1997, donc après la dissolution de l'Union soviétique, eh bien, il y a quelqu'un qui a mis des paroles plutôt Russie blanche, c'est-à-dire qui s'inscrivent plutôt dans l'idéologie de l'empire tsariste. Voilà. Et Mhm. normalement, j'avais pas envie de mettre cette version, parce que je ne suis pas du tout impérialiste tsariste. Mais simplement, cette version par le chœur des Cosaques du Kouban, c'était trop, trop beau, quoi. Et donc, j'ai cherché qu'est-ce que c'était que le Kouban. Donc, c'est un oblast dans la fédération de Russie. Et vous voyez sur la carte, il est près de la mer d'Azov, à l'est de la mer d'Azov. Et donc, le chœur des Cosaques a été créé en 1811. Ça veut dire qu'ils ont plus de 2 siècles. Et voilà, donc c'était vraiment trop, trop beau. Je voulais absolument le mettre comme le générique aujourd'hui. Voilà. Ok. Alors, Écoute, je ne sais pas ce que tu attends pour commencer à apprendre le russe, hein, Jocelyne, vraiment. Là, bah écoute, franchement, tu me déçois, en fait. alors, en fait, Jean-Baptiste, j'adore apprendre les langues, parce que j'en ai déjà appris 6, et franchement, j'aurais bien envie. Le problème, Bah oui. c'est que la dernière langue que j'ai appris, c'est l'allemand, et avant, c'était le suédois. Et le suédois, c'était vraiment facile, et en comparaison, le russe, ça m'a l'air beaucoup plus difficile, parce que comme le latin, il y a des déclinaisons. D'accord. Et donc, je me dis, il faudrait vraiment que j'ai l'esprit bien, bien clair et bien, bien tranquille pour pouvoir m'y mettre. Mais Ok. si jamais je gagne au début de l'année prochaine mon combat contre le rectorat de Reims et contre le ministère de l'Éducation nationale, eh bien, oui, je pense que je me lancerai dans l'apprentissage du russe. Ok, très bien. Bon, bah, c'est enregistré, en tout cas. Alors, donc, on va faire une seconde partie pour parler de ce que nous dit Anne Morelli sur la propagande de guerre. Et un tout petit rappel par rapport à ce que je vous ai montré vendredi soir. Donc, elle a été précédée. Donc, Anne Morelli, elle a écrit son livre en 2001. Et presque un siècle avant, en 1928, il y a un député britannique qui était travailliste et qui était pacifiste, qui s'appelle Arthur Ponsonby, qui avait vu de l'intérieur comment le gouvernement britannique avait orchestré une propagande de guerre contre l'empire allemand, le second empire allemand. Et donc, en 1928, il a fait un livre qui s'appelle Falsehood in Wartime, ça veut dire mensonge en temps de guerre. Alors, comme je n'ai pas lu l'intégralité du livre, je ne sais pas si à l'intérieur, il emploie le mot propagande. En 1928, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous ai mis ce qu'il écrit dans l'introduction de son livre. Donc, il dit que le mensonge est reconnu comme une arme extrêmement utile en temps de guerre et chaque pays l'utilise sans doute délibérément pour tromper sa propre population, pour séduire le camp des neutres
et pour induire l'ennemi en erreur. Donc, 3 objectifs pour les mensonges. Ça trompe la population, on le voit depuis plusieurs mois en France. Ça séduit le camp des neutres, ceux et celles qui n'ont pas le temps de s'informer, et surtout induire l'ennemi en erreur. Et donc, il insiste sur le fait que les masses populaires, à cause de leur ignorance et de leur naïveté, n'ont pas conscience sur le moment d'être trompées. Et quand tout est terminé, malheureusement, c'est d'une manière désordonnée que les mensonges sont découverts et exposés. Et en plus, au moment où certains mensonges, sinon tous, sont découverts et exposés, malheureusement, c'est de l'histoire ancienne pour la plupart des gens. Et comme l'effet escompté s'est déjà produit, eh bien, personne ne prend vraiment la peine de vérifier les faits et d'établir la vérité. Donc nous, Jean-Baptiste, ce soir, eh ben, on va faire un petit démontage, une exposition des mensonges de la propagande de guerre dans la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Voilà, on va pas attendre que ce soit terminé et on va le faire en temps réel. T'es d'accord? Oui, tout à fait. On va essayer. Pardon? On va essayer. Oui. Alors, j'avais dit aussi qu'en 1928, la même année que le livre de Arthur Ponsonby, était paru de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, un autre livre très important pour comprendre la propagande de guerre, et il s'appelait tout simplement Propaganda, la propagande. Et le sous-titre, c'était the Public Opinion in the Making, donc la fabrication de l'opinion publique. Et voilà ce que disait Edward Bernays, toujours au début de son livre. Il était encore plus cynique que Arthur Ponsonby. Donc, la manipulation consciente et intelligente des actions et des opinions des masses est un élément important dans une société démocratique. Ceux qui manipulent ce mécanisme invisible de la société constituent un gouvernement invisible qui est le vrai pouvoir dans notre pays. Voilà ce que disait Edward Bernays, considéré comme le père des relations publiques et l'ancêtre des communicants. Voilà ce qu'il disait en 1928. Et ça fait presque un siècle. Et je pense qu'on va voir justement que Volodymyr Zelensky, qui est l'exemple parfait du communicant et qui s'est entouré d'une bonne équipe de spécialistes en communication, il a totalement intégré ce que disait Edward Bernays il y a presque un siècle. Qu'est-ce que tu en penses, Jean-Baptiste? Oui, la phrase est vraiment... Elle dit tout, hein, c'est très percutant. Ouais. Ouais. Et on va en voir des exemples quand on va vous présenter donc l'application des 10 principes de propagande de guerre. Donc, ce qu'on a décidé de faire, Jean-Baptiste et moi, c'est effectivement de chercher des exemples depuis presque un an ou un peu plus d'un an, de chercher des exemples qui correspondent aux 10 principes de la propagande de guerre que Anne Morelli a énoncé dans son livre en 2001. Vous voyez la couverture de la première édition en haut, et puis une édition plus récente. C'est moi qui ai rajouté la tête de Biden, hein, mais en fait, dans le poste de télévision, il y avait la tête de Obama. Donc, on a cherché des exemples de ces 10 principes. Mais avant de vous présenter le résultat de nos recherches, qui nous ont demandé beaucoup d'heures, mais c'est toujours intéressant d'apprendre des choses. Donc, avant cela, avant d'en arriver à l'application de ces principes, je vous propose donc d'écouter de nouveau Anne Morelli dans un entretien qu'elle a donné à un petit média belge qui s'appelle BAM, et je crois que c'était en août 2022. Donc, on va l'écouter et comme ça nous mettra dans l'ambiance. T'es d'accord, Jean-Baptiste? Parfait. Alors, toujours pareil, on éteint notre micro pour pas qu'il y ait de parasites quand je vais diffuser la vidéo, ok? Donc, à tout à l'heure, Jean-Baptiste, et j'espère que vous tous qui nous écoutez, j'espère que vous allez être intéressés par ce que dit Anne Morelli en 2022. C'est parti! Je suis donc ici avec Anne Morelli, qui est professeure à l'Université libre de Bruxelles et historienne belge spécialisée dans l'histoire des religions et des minorités. Première question, qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à la propagande de guerre, puisque c'est un petit peu l'objet de l'interview? Alors, je suis professeur honoraire maintenant. Honoraire maintenant, oui, d'accord. C'est-à-dire que j'avais un énorme cours de 1300 étudiants en droit, étudiants en Sciences Po, étudiants
qui, en première année, devait leur donner les principes de la critique historique. C'est très important que ces étudiants de diverses facultés aient cet esprit critique par rapport à l'information. Et dans ce cours, j'avais consacré une partie importante à la propagande de guerre. Et pour que ce soit plus simple à mémoriser pour eux, j'ai imaginé, à partir d'exemples de la Première Guerre mondiale que Ponsonby nous avait donnés, j'ai imaginé 10 principes de propagande de guerre. Pourquoi 10? Bon, ça aurait pu être 7 ou 13, mais Dieu, avant moi, avait fait 10 commandements et ça avait très bien marché, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Ok. Donc c'est un livre que vous avez écrit, enfin en tout cas qui a été publié une première fois en 2001, qui a été réédité en 2010, et il y a une nouvelle édition parce que... Qui est en route. Visiblement, il y a des nouveaux exemples qui viennent illustrer votre propos tous les jours. Donc ce livre s'appelle « Principes élémentaires de propagande de guerre ». Donc vous expliquez en gros que dans une démocratie, la population naturellement n'est pas vraiment favorable à la guerre. Et que donc la propagande est nécessaire afin de convaincre du bien fondé de celle-ci, donc de la guerre. Alors, effectivement, à partir du moment où on a besoin du consentement de la population pour un certain nombre de décisions politiques, il faut persuader la population, qu'elle a le meilleur régime politique possible, et deux, que ce régime politique prend des décisions qui sont tout à fait défendables. Et donc, dans le cas des guerres, eh bien, la population en général n'est pas très enthousiaste. Il va falloir la mobiliser pour lui montrer que c'est une excellente décision que d'entrer dans cette guerre et que c'est une occasion qu'il ne faut pas rater. Et donc, les principes de propagande de guerre servent à mobiliser la population en faveur d'une guerre pour laquelle, à l'origine, elle n'a pas d'enthousiasme. Ok. Est-ce que, en étant cynique, le but d'une démocratie n'était pas de faire croire que nous participons aux décisions afin d'assurer la paix sociale et une meilleure adhésion aux décisions politiques? Alors, c'est un peu, je dirais, ce que je viens de vous dire, oui. Exactement. Bien sûr, il faut que la population embraye dans les décisions du pouvoir, et pour ça, il faut mettre en route tout un système médiatique. Et c'est assez simple aujourd'hui à voir de quel côté sont les médias. Il suffit de regarder les conseils d'administration, à qui appartiennent les médias, et on voit tout de suite que ces médias appartiennent, que ce soit ici ou ailleurs, à des milieux économiques qui, évidemment, vont essayer de faire prendre position par la population par rapport à des décisions qui sont dans leur intérêt à eux. Okay. Donc, si vous voulez vendre des canons, il faut vendre une guerre. Oui, c'est ça. Et donc, il faut trouver des arguments et les diffuser auprès de la population pour que les gens disent il faut faire la guerre, donc il faut acheter des canons. C'est ça. Et il faut augmenter le budget militaire, comme nous sommes occupés à le faire en Belgique. Oui. Toujours dans votre livre, vous donc décrivez les 10 grands principes de propagande de guerre. Je les reprends ici. Donc, si vous avez dit, nous ne voulons pas la guerre. Le camp adverse est le seul responsable de la guerre. 3, le chef du camp adverse a le visage du diable ou du monstre. 4, c'est une cause noble que nous défendons et non des intérêts particuliers. 5, l'ennemi provoque sciemment des atrocités et nous commettons des bavures, c'est involontaire. Si nous commettons des bavures, c'est involontairement. 6, l'ennemi utilise des armes non autorisées. Nous subissons très peu de pertes, les pertes de l'ennemi sont énormes. 8, les artistes et intellectuels soutiennent notre cause. 9, notre cause a un caractère sacré, la démocratie, la liberté. On les connaît. 10, ceux et celles qui mettent en doute notre propagande sont des traîtres. Alors, ces principes sont-ils réservés aux situations de guerre ou ça peut être utilisé pour d'autres choses? On pense par exemple à la crise Covid ou... Alors, le sous-titre du livre, c'est que ces principes sont applicables en cas de guerre chaude, froide ou tiède. Alors, ça veut dire que ça peut être utilisé dans des conflits sociaux,
où le patron va dire c'est les travailleurs qui ont commencé à avoir des revendications impossibles à satisfaire, ou bien ce sont les travailleurs qui vont dire mais non, c'est lui qui veut la régression sociale. Ça peut être dans des conflits économiques. On voit pour l'instant avec la Chine, les États-Unis, c'est surtout un conflit économique. Et ça peut être aussi dans des conflits privés. Si vous avez autour de vous des divorces, vous voyez exactement la même chose. Moi, je suis doux et pacifique, c'est elle qui a tous les défauts, c'est elle qui a commencé, elle est sadique, elle traite mal les enfants, ou lui, etc. Donc ces principes sont applicables dans de nombreux cas de conflit, mais naturellement, la manière dont ils sont le plus visibles, c'est dans le cas de guerre effective. D'accord, donc on est bien d'accord, c'est un principe très général, guerre, en fait, pouvant en contenir à peu près tous les conflits qui peuvent exister à un niveau micro ou à micro. Vous avez cité macro. Le Covid, il y a quand même la célèbre phrase de Macron, nous sommes en guerre. Oui, absolument, c'est ça que je... Donc là, il s'agissait effectivement de faire des sacrifices en vue de la victoire. Il y a toute une série de principes qui peuvent être appliqués dans ce cas-là aussi. Absolument. Alors, d'un côté, n'est-ce pas normal qu'un gouvernement se donne les moyens de communiquer sur sa politique? Alors, évidemment, tout pouvoir essaie de persuader du bien fondé de ses décisions. Ce qui est curieux, c'est qu'on voit toujours la paille dans l'œil du voisin et pas la poutre dans le nôtre. C'est-à-dire que nous voyons toujours que les autres font de la propagande, mais nous, c'est de l'information, bien entendu. L'Union européenne fait de la propagande. Elle a un musée qui est propagande du début à la fin. Mais ça ne s'appelle pas propagande européenne, ça s'appelle information, communication. Pédagogie. Mais c'est tout à fait la même chose, évidemment. Donc nous ne faisons pas de propagande, c'est les autres qui font de la propagande. D'accord. Alors, en 1941, Roosevelt est élu pour la 3e fois, avec un discours plutôt officiel, plutôt isolationniste. Mais alors qu'on sait que derrière, il préparait l'entrée en guerre des États-Unis. Pearl Harbor lui donnera d'ailleurs l'opportunité de rallier la population à son objectif. Mais avec le recul, n'avait-il pas raison? Parce qu'in fine, l'Europe a été sauvée et à la sortie de la guerre, les États-Unis ont dominé le monde. Donc, quelque part, est-ce qu'il n'avait pas raison? De son point de vue, sans doute, mais c'est évidemment assez malicieux, je dirais, de commencer en disant « We are pacifists, you are pacifists too », mais on va faire la guerre, hein, parce que c'est un peu ça. Lorsque Barack Obama reçoit le prix Nobel, son discours elle-même, il dit « Nous sommes pacifiques, mais nous allons intensifier les frappes contre nos ennemis ». Donc c'est un discours assez trouble. Et si vous voulez, avec le recul, bah oui, lui, il a bien fait pour son camp, mais à force de mensonges, évidemment. De même que Colin Powell et ses collaborateurs, aujourd'hui, ont dit, bah oui, on savait que c'était des mensonges, mais c'était pour la bonne cause. N'empêche que c'était des mensonges. Quand il agite une fiole en disant « voilà la preuve que l'Irak a des armes de destruction massive », il sait bien que ce n'est pas un liquide funeste qu'il agite là. Je ne sais pas si c'était du bifidus actif ou quelque chose comme ça. Mais s'il avait une bonne cause, il n'avait pas besoin de mentir. Et lui, il dit « voilà, oui, j'ai menti, mais c'était pour la bonne cause ». Venons-en un petit peu à l'actualité. Selon vous, y a-t-il, concernant le conflit ukrainien, une propagande de guerre? Ah, évidemment, et des deux côtés. Des deux côtés. Des deux côtés, mais nous avons très peu accès à la propagande de guerre russe. Parce que la censure dans nos pays nous interdit aujourd'hui de voir Russia Today, qui avait des émissions en français, dont certaines assez prestigieuses, comme Interdit d'interdire, etc. On a fermé Sputnik aussi, et donc nous n'avons pas accès à cette propagande. Par contre, de notre côté, évidemment, la propagande se répand tous les jours dans tous les médias, que ce soit la presse écrite, que ce soit la radio, la télévision. Pourquoi? Ces médias
sont dominés évidemment par les mêmes qui ont intérêt à voir la guerre prospérer. Quand on pense par exemple, je sais pas moi, à Arnaud en France ou à d'autres patrons de l'industrie, ben évidemment ils ont avantage à ce qu'on s'arme jusqu'aux dents. Donc il y a une propagande énorme pour l'instant et elle répond à tous les principes de la propagande de guerre. J'ai fait le petit exercice et oui, nous sommes des pacifiques, c'est eux qui ont commencé, lui c'est un monstre, etc. On a absolument tout. Oui, j'ai l'impression qu'on coche à peu près les 10 points. C'est ça. Alors quel serait quand même le but de cette propagande? Parce que c'est quand même Poutine qui a attaqué l'Ukraine. Alors, ça, je vais vous répondre par une phrase de Machiavel. Machiavel, c'est le XVe siècle. Machiavel disait « Celui qui prend le premier les armes n'est pas forcément le coupable. Il peut y avoir quelqu'un qui est plus coupable, c'est celui qui l'a forcé à prendre les armes. » Et dans le conflit entre la Russie et l'Ukraine, il y a quand même eu des accords qui avaient été noués, qui n'ont pas été respectés par l'Ukraine, oui, qui n'ont pas été respectés par l'Ukraine, qui depuis 2014 bombardait intensément le Donetsk, par exemple. Et là, personne ne s'est ému. Il y a eu des milliers de morts, mais comme c'était des Russes ou des pro-Russes ou des russophones, on ne s'en est pas ému. Et quand la Russie, selon son point de vue, réagit à ces bombardements, alors là, on dit c'est scandaleux. Moi, je suis une athée militante, mais j'ai trouvé courageuse l'attitude du pape, qui a parlé d'une part des chiens de l'OTAN qui aboyaient devant la Russie depuis longtemps et qui l'ont poussé à cette réaction, et qui d'autre part a dit un jour, il y a quand même des gens candides qui croient encore à la fable du loup et du petit chaperon rouge. Le loup étant le grand méchant et le petit chaperon rouge l'innocent. On a oublié ce qu'est l'Ukraine, un pays de corruption absolue, un pays qui n'est loin d'être une démocratie. Cherchez un peu où sont les partis d'opposition. Tous les leaders d'opposition sont en prison. Les dirigeants de la jeunesse communiste sont en prison. Les dirigeants sont en prison. Et on nous présente ça comme un modèle de démocratie. Donc il y a là évidemment une propagande énorme contre laquelle il est difficile d'intervenir. Dans ce conflit, Macron, je crois que c'était hier ou avant-hier, appelle les Français à accepter de payer le prix de la liberté. Alors, qu'en pensez-vous de cette phrase? Faut-il comprendre qu'il faut renoncer à notre liberté pour la sauver? Alors, c'est une phrase, je dirais, type qu'on employait déjà à la guerre de 14, hein, parce que, bien sûr, on suspend toute démocratie et toute liberté en temps de guerre. Hein, et tout ça pour se battre pour la liberté, en fait. Donc on la fait disparaître pour la sauver. Chacun dit qu'il se bat pour une bonne cause, qui est la liberté, etc. Je montrais aux étudiants toujours un monument aux morts allemand et un monument aux morts belge, sur lequel il est écrit exactement la même phrase. Ils sont morts pour le droit et la liberté. Für Recht und Freiheit. Bon, alors chacun dit qu'il meurt pour le droit et la liberté, et qu'on doit faire de grands sacrifices pour cela, naturellement, et évidemment on suspend les libertés, parce qu'il n'est pas question de contrer la propagande officielle. À la guerre de 14, il y a un instituteur du nom de Mahou qui s'est pris 2 ans de prison ferme et l'expulsion de l'enseignement de l'État français, parce qu'il avait dit en classe que les responsabilités de la guerre étaient probablement partagées. Ben, c'était trop, c'était beaucoup trop, inacceptable évidemment. D'où vient cette propagande selon vous? Qui la propage? Les médias, les journaux, la télévision? Ils ne sont pas neutres? Alors, au moment de la guerre de 14, il y a eu un vrai tournant.
C'est-à-dire que jusque-là, c'était assez artisanal, la propagande. À partir de la guerre de 14, il y a de vraies officines de propagande qui créent des fausses nouvelles, qui les diffusent, qui prennent contact avec les journalistes, etc. Et aujourd'hui, c'est tout à fait professionnalisé. C'est-à-dire que ce sont des agences de communication comme Rudderfin ou d'autres qui créent des nouvelles. Par exemple, lorsque vous aviez la guerre entre l'Irak et le Koweït, il y avait eu cette fabuleuse histoire des bébés koweïtiens jetés sur le sol glacé de l'hôpital par les méchants soldats irakiens, qui s'est avéré une fable, mais ça a circulé. Ça a circulé au Sénat américain, ça a circulé à l'ONU, et ça a ému les gens, parce qu'on travaille beaucoup sur l'émotion, évidemment. Et maintenant, pour la guerre en Yougoslavie aussi, on a eu toutes des fables qui ont été construites et diffusées. Et la Roumanie aussi. Que dites-vous? La Roumanie aussi, avec, avec le faux charnier de Timișoara. Ouais. Et aujourd'hui, nous avons évidemment la même chose, des fausses nouvelles qui sont diffusées. Et quand il y a quelque chose qui va à l'encontre de cette propagande, et qui par exemple nous montrerait que, oui, il y a des monstruosités dans les guerres, il y en a dans les deux camps. C'est le cas du rapport d'Amnesty International, tout récent. C'est le cas de Human Rights Watch, tout récemment, qui disent les prisonniers russes sont maltraités chez les Ukrainiens, ils sont l'objet de sévices atroces. L'armée ukrainienne utilise comme bouclier humain de la population civile. Quand ils disent ça, c'est mis au conditionnel dans le journal. Si ça apparaît, l'armée ukrainienne aurait employé, etc. Tandis que si c'est l'ennemi, là c'est avéré, évidemment. Oui. C'est très important de voir ces changements de temps et de... Oui, absolument. Vous dites que ça a paru, ça s'est professionnalisé à partir de la Première Guerre mondiale, où il y a des véritables, effectivement, comme vous parliez de cette histoire, par exemple, des couveuses pour, avec la guerre du Koweït. C'était Hill & Knowlton. Oui. Hill & Knowlton était la firme qui a été payée pour créer cette campagne. Et eux, ils n'ont pas d'état d'âme. Si vous leur demandez de faire de la publicité pour Pepsi Cola, ils vont la faire. Et si on leur demande de faire de la publicité pour le Koweït, ils la font aussi. Aujourd'hui pour l'Ukraine et hier pour le Kosovo. Et là, ils avaient pris, je crois, la fille de l'ambassadeur. Oui. Alors, on va essayer aussi peut-être de voir s'il y a des solutions. Donc, comment, selon vous, peut-on se prémunir de la propagande? Y a-t-il quelque chose qu'un citoyen puisse faire pour ne pas être victime de la propagande? Alors, en principe, en histoire, ce qu'on fait, c'est croiser les informations. Oui. Si vous voulez avoir le point de vue un point de vue objectif sur les croisades, vous allez prendre le point de vue des croisés chrétiens, mais le point de vue des Arabes, le point de vue des communautés juives, le point de vue des chrétiens d'Orient, et vous allez avoir quelque chose qui ressemble sans doute à l'objectivité. Pour ces guerres récentes, c'est extrêmement difficile, parce que nous n'avons qu'un seul point de vue. Nous n'avons pas le point de vue de l'autre. Je n'avais pas le point de vue irakien pendant la guerre d'Irak. Je n'avais pas le point de vue des Serbes pendant la guerre en Yougoslavie. Nous n'avons qu'une seule vision qui est monopolisée et qui se développe dans tous les médias. Et donc, au moment même du conflit, on peut seulement se poser des questions. Et moi, je terminais mon cours en disant aux étudiants, avant d'agir, il y a 3 choses à faire. Douter, douter et encore douter. Oui. C'est la seule chose qu'on puisse faire. Parce que dans un moment de guerre, on n'a pas les éléments nécessaires pour croiser les informations. Tout à fait. On a même été critiqué parce que le doute pouvait être criminel. En gros, c'était un article de Éric Muraille, je crois, qui nous avait dit que nous insufflions le doute et que le doute était dangereux, que ça faisait des morts. Non, moi je crois que le doute, même systématique, a fait beaucoup moins de morts dans l'histoire que les certitudes
qui sont Oui. insufflés par les médias et qui nous poussent à participer à des guerres dans lesquelles après on se demande bien pourquoi on y a participé. On lui a répondu, puisqu'il est professeur à l'ULB, que c'était quand même un des principes du libre examen. Tout à C'était fait. le doute. Donc, est-ce qu'on peut faire changer les choses au niveau des institutions? Alors, depuis 30 ans, j'entends toujours dire dans les milieux pédagogiques qu'on va faire un cours de critique des médias. Ça ne s'est jamais fait. Et c'est évident que ça ne se fait pas, puisque ce serait couper la branche sur laquelle on est assis. Et puis, il faut dire qu'il n'y a plus de possibilité de croiser les informations. Quand j'étais jeune professeur dans l'enseignement secondaire, je prenais un fait divers et je demandais aux élèves de le voir selon différents journaux. Alors, il y avait Le Monde du Travail, il y avait La Wallonie, il y avait Le Drapeau Rouge, il y avait Le Peuple, et puis il y avait La Cité du côté catholique, La Libre Belgique, La Dernière Heure du côté libéral, etc. Et on voyait que, selon le point de vue, on avait traité ce fait divers très différemment. Un bête accident de travail devenait la faute du patron ou bien l'incurie du travailleur, etc. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a comme diversité de médias? Dans les médias papier, rien. Rien, absolument rien. Il y a 2 groupes de presse qui sont 2 groupes qui sont liés à des milieux d'affaires, à des milieux financiers, et qui évidemment ont acheté ces journaux pour diffuser leur point de vue et pas pour diffuser autre chose. Et donc on n'a pas cette possibilité de croiser les informations qu'on avait à une époque où il y avait plus de pluralisme. Absolument. Mais alors, on a l'impression que c'est un petit peu la quadrature du cercle, parce que beaucoup, en tout cas dans la presse, il y en a beaucoup qui sont déficitaires. Donc, du coup, s'ils se font racheter, c'est probablement pour autre chose que pour les revenus qu'ils pourraient générer, on est d'accord? Ou alors, il faut qu'ils soient aidés par l'État, mais à ce moment-là, ils deviennent dépendants aussi de l'État, donc ils sont moins dépendants. Donc, on a l'impression qu'il n'y a pas vraiment de solution au niveau en tout cas de la presse. Je présume que, et même la télévision probablement, qui commence à être aussi en difficulté, puisqu'il y a eu quand même pas mal de restructuration. Donc on a l'impression qu'on ne va pas vers une évolution positive. Alors, en effet, je pense qu'on va vers un monopole quasiment de l'information. Alors, on pourrait se dire que des solutions alternatives telles que la vôtre pourraient contrebalancer l'information générale. Ce n'est pas faux, mais c'est un peu un pâté avec un demi-cheval et une demi-alouette. C'est-à-dire qu'il y a des médias alternatifs, même en papier. Vous pouvez lire Le Monde diplomatique. Oui. Mais il y a combien de gens qui lisent Le Monde diplomatique et combien de gens qui lisent La Dernière Heure? Le compte est vite fait. Et donc, il y a des milieux qui soutiennent de la presse qui leur est favorable, et ceux-là sont évidemment tout puissants. Donc, je pense que c'est assez compliqué aujourd'hui d'avoir une voix dissidente, et que c'est même un petit peu, je dirais, dangereux. C'est-à-dire que bien souvent, on essaie de faire taire cette presse alternative, soit en l'étouffant financièrement, soit même en faisant pression sur ces journalistes ou en interdisant à ceux qui voudraient s'exprimer de manière alternative dans un média, en leur interdisant de parler. On a déjà eu ça, des gens qui... C'était Georges-Louis Boucher qui nous avait dit qu'il avait reçu un coup de fil d'une télévision bien connue avant de venir pour un débat chez nous en disant qu'il n'avait pas à venir chez BAM. Donc effectivement, ça existe. Alors vous-même, vous avez été interviewé par Bernard Kutzen dans le film « Ceci n'est pas un complot ». Est-ce que vous avez eu des remarques ou à la suite de cette intervention? Oui, il y a des gens qui m'ont dit « Qu'est-ce que vous êtes allé faire dans cette galère ?» etc.
Mais d'autre part, j'ai eu la satisfaction, en traversant ici le campus de l'université, que des étudiants que je ne connaissais pas du tout m'ont dit « Ah, madame, on vous a vu, etc. » Et je me suis dit, donc, il y a un créneau là qui est existant. De même que Russia Today, lorsqu'on l'a fermé, on a dit oui, mais il n'y avait personne qui regardait ça. Pas vrai. Moi aussi, là, en traversant l'université, il y avait des étudiants qui me disaient « Ah, je vous ai vu sur RT ». Donc, il y avait des gens qui le regardaient. D'ailleurs, on ne l'aurait pas fermé s'il n'y avait personne qui le regardait. C'est parce qu'il y avait des gens qui regardaient et qui avaient donc une vision alternative qu'on l'a fermé. Mais... il y a des pressions qui se font. Parfois, un article, une interview pour une télévision officielle passe curieusement à la poubelle. C'est-à-dire que c'est le dernier principe de la propagande de guerre. Si on n'a pas embrayé dans la propagande de guerre, on est considéré comme un agent de l'ennemi. Un traître. Un traître, un agent de l'ennemi. Et donc, aujourd'hui, si vous faites le moindre bémol à la propagande officielle, on vous dit tout de suite « Ah, vous êtes pour Poutine !» Comme l'a dit notre Premier ministre à un jeune représentant du PTB au Parlement, qui avait condamné l'agression russe, mais qui avait dit « Mais il faut tout de même comprendre… » Ah ben c'était trop. Le Premier ministre a dit « Ah ah, je vois qu'il y a des soutiens de M. Poutine dans cet hémicycle. » On est immédiatement classé comme cela, même si on vomit complètement le régime de Poutine. Oui, bien entendu. Mais est-ce que finalement, ceux qui ont une voix dissidente ne sont pas souvent un petit peu le germe de quelque chose qui va évoluer? On voit par exemple les mouvements des années 70 ont finalement, pour le meilleur et pour le pire, ont finalement amené des idées 20 ou 30 ans plus tard. Donc est-ce qu'il n'y a pas dans les dissidents de maintenant le germe d'une évolution pour le futur? Alors, il y a un romancier italien qui s'appelle Ignazio Silone qui a écrit « Il seme sotto la neve », semer sous la neige. C'est une expression que j'aime beaucoup, pour des enseignants surtout. C'est-à-dire qu'on sème, et puis voilà, c'est l'automne, et puis la neige recouvre le champ, et on a l'impression que c'est fichu tout ce qu'on a semé. Après le dégel, il est possible qu'il y ait de nouveau des plantes qui poussent, et avec un certain étonnement, on peut voir qu'effectivement, le grain a germé. Alors, Jean-Baptiste, je ne sais pas si tu as eu le temps de lire le petit commentaire que je t'ai mis en privé. Je te disais que si tu voulais réagir à des propos de Anne Morelli, ben, tu pouvais le faire. Voilà. Moi, je voudrais réagir à deux choses qu'elle a dites, mais si tu veux le faire toi-même, vas-y. Oui, bah déjà, c'était un très bel entretien, je trouve. Elle est vraiment très efficace dans ses propos. Et donc, il y a plusieurs choses qu'elle a soulignées. Donc, déjà, c'est vrai, la suppression des chaînes RT, de Sputnik également, ça change tout quand même. C'est soi-disant, nous avons des valeurs en Europe, et finalement, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, on piétine ces valeurs, puisque ces valeurs de liberté d'expression, elles auraient dû être appliquées coûte que coûte, et donc de laisser parler le soi-disant ennemi diabolique. Donc déjà, d'une part, c'est un problème, parce que si seulement on avait accès à une autre vision de ce conflit, bon, bah, effectivement, une grosse partie de la population, enfin, une plus importante partie de la population française verrait les choses différemment. Donc, effectivement, c'est pas… Surtout, Jean-Baptiste, j'embraye sur ce que tu viens de dire, surtout qu'il n'y a aucune déclaration de guerre qui a été faite depuis février 2022.
C'est-à-dire, la Russie n'a pas déclaré la guerre à l'Ukraine, l'Ukraine n'a pas déclaré la guerre à la Russie, et évidemment, aucun pays de l'Union européenne n'a déclaré la guerre à la Russie. Donc ça paraît, autant pendant la Première Guerre mondiale, il y avait des déclarations de guerre officielles, donc ça paraissait normal à ce moment-là de censurer effectivement la parole de l'ennemi, parce que l'ennemi était officialisé, validé. Mais autant ici, c'est un peu ce qu'elle dit aussi à un moment donné, c'est trouble. Là, il n'y a aucune déclaration de guerre, et surtout pas de la part des pays de l'Union européenne vis-à-vis de la Russie. Donc la censure de RT et de Sputnik est totalement, mais totalement scandaleuse, quoi, et illégale. Ouais, c'est systématiquement le brouillage. Tout est flou. Et donc, après, elle a parlé aussi de... Oui, c'est-à-dire qu'en gros, c'est pas la première fois que ça arrive, ces mécanismes. Et on peut se dire, mais comment ça se fait qu'on retombe encore dans ce panneau? Et bon, c'est simple, hein, effectivement. Il n'y a pas de cours qui sont faits sur la critique des médias, comme elle l'a dit. Et puis, il n'y en aura pas. Alors qu'en fait, il y aurait quand même eu l'occasion de le faire depuis la Yougoslavie, depuis l'Irak, la Libye, etc. Il y avait quand même le temps. Alors bien sûr, il y a certainement une partie de l'intelligentsia qui sait, qui connaît tout ça, mais ce ne sont pas des choses qu'on apprend aux lycéens ou aux collégiens. Or, ça changerait tout. Et finalement, c'est quand même désespérant de l'éducation, hein, de l'éducation nationale. Alors, pour répondre à ce que tu viens de dire, il y a une autre explication. Bon, évidemment, il y a l'aspect de l'éducation nationale, donc comme j'en fais partie, je vais te donner mon point de vue après. Mais il y a une autre explication qui était celle que Arthur Ponsonby avait dit en 1928, c'est-à-dire au moment du conflit, les masses, à cause de leur ignorance et de leur naïveté, elles sont plongées dedans et elles n'ont pas conscience d'être trompées. Et lorsque le conflit est terminé, eh ben, on tourne la page parce que ça a été suffisamment prise de tête ou dur à supporter. Et puis, effectivement, les personnes qui essayent de trouver quels ont été les mensonges et de rétablir la vérité, bah, ces personnes-là, en fait, elles deviennent minoritaires. Exemple, ce qu'elle a dit pour le mensonge des couveuses au Koweït. Moi, personnellement, mais vraiment, je veux dire, c'est en l'écoutant que j'ai appris ça. Et pourtant, j'avais 20 ans à l'époque et je me suis quand même tenue au courant, mais j'étais pas du tout au courant de cette histoire de mensonge absolu sur les couveuses avec la fille de l'ambassadeur du Koweït qui était venue pleurnicher à l'ONU, tu vois. C'est un travail qui est fait, mais il est discret. Et il n'est certainement pas promu pour que la masse soit au courant, malgré tout. Donc c'est toujours finalement hypocrite. Oui, oui. Et concernant ce que tu disais pour c'est à désespérer de l'éducation nationale, ben moi je peux te dire que justement en tant que professeur en documentation, j'en ai fait des séances d'analyse d'images et de contextualisation pour montrer aux élèves en effet qu'il fallait lire tout document ou toute information avec esprit critique. Mais je peux te dire avec le recul que j'étais minoritaire en faisant ça. Ça c'est sûr et certain. Hein. Et puis, bah, elle aborde aussi le thème de la centralisation des médias. Hein. Et ça fait très, très peur, puisque il n'y a plus du tout de diversité de points de vue dans les médias. Donc, c'est le Big Brother, là, effectivement. Puisque le Big Brother nous impose ce qu'on doit penser. Alors sur ce point justement, je voulais avoir ton avis sur quelque chose qu'elle dit justement. Elle a dit il n'y a plus de possibilité de croiser les informations. C'est ce que tu viens de souligner. Moi je suis pas trop d'accord parce que effectivement si on considère les merdias, ce que j'appelle moi les merdias, bah là je veux dire c'est bon, c'est irrécupérable, on le sait bien. Mais à partir du moment où on le sait et à partir du moment où on va chercher l'information ailleurs, moi ce qui me frappe depuis le covidisme, c'est-à-dire la moitié de l'année 2020, c'est qu'il y a eu justement une diversité de plateformes vidéo ou de réseaux sociaux ou de chaînes sur les réseaux sociaux qui justement, contrebalance cet effet propagandiste de masse des médias. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, on peut croiser les informations parce qu'on sait maintenant où aller chercher des informations alternatives ou des informations qui sont données par le soi-disant ennemi. Qu'est-ce que tu en penses? Sauf que ça reste des sources d'informations qui sont considérées comme officieuses ou non, enfin qui sont dites par l'État
comme étant non fiables. Et donc, peut-être que c'est pas encore suffisamment intégré par la majorité de la population que, eh bien, la vérité, on la trouve aussi en allant chercher ailleurs que dans les médias de masse. Et d'ailleurs, même, on la trouve majoritairement ailleurs. Alors, un contre-exemple de ce que tu viens de dire Mhm. qui donne justement de l'espoir, parce qu'on va en parler dans l'analyse des 10 principes, c'est le faux missile qui était tombé sur la centrale nucléaire de Zaporozhye. Oui. Et donc, le mensonge avec une photo trafiquée, le mensonge a été justement révélé par les réseaux sociaux. Et Mhm. 10 jours après, la chaîne France 2 qui avait diffusé ce mensonge a été obligée de s'excuser. Donc, tu vois, Oui. là, c'est quand même… les réseaux sociaux, ça peut donner le pire comme le meilleur, mais dans ce cas-là, ça a donné le meilleur. Bien sûr, mais alors encore une fois, c'est la masse qui a accès à ces informations via France 2 va effectivement penser qu'il y a eu une petite erreur de la part du journalisme qui est bien compréhensible. Oui, oui. Mais enfin, c'est vrai, je pense que, bon, bien entendu, les réseaux sociaux, les plateformes alternatives de diffusion de vidéos et de contenu, ça les énerve. Oui, Oui. c'est sûr. Et comme dit Morelli, ça les énerve tellement que lorsque ces chaînes ou ces sites internet deviennent effectivement avec un peu trop d'audience, ben c'est à ce moment-là que la censure tombe. Donc, ce qui veut dire que les gouvernements surveillent ces nouvelles voies alternatives. Et ils savent qu'elles peuvent éventuellement, et on ne saura jamais par quel est le petit déclencheur, elles peuvent éventuellement les déstabiliser fortement. Oui, tout à fait. Il y a un autre point aussi dont elle parle, ce sont les accords de Minsk. Moi, là, c'est pour rentrer vraiment plus dans le sujet en tant que tel du conflit. C'était le fait que, je ne sais pas si tu en avais déjà parlé lors des dernières émissions, mais que Angela Merkel, l'ex-chancelière d'Allemagne, avait bien officialisé le fait que les accords de Minsk 1 et 2 n'avaient été là, ou alors peut-être le 1 et le 2, je ne sais pas, ou le 2 et le 1, je ne sais pas, mais en tout cas avaient été là uniquement pour faire gagner du temps à l'Ukraine pour se remilitariser en vue d'un affrontement avec la Russie, et pas du tout pour mener à bien les objectifs qui étaient ceux des accords. Mmh. Alors, j'en ai pas encore parlé parce que là, tu fais allusion à un entretien que Angela Merkel a donné à un journaliste allemand. Et c'est assez récent, je crois que ça fait moins d'un mois. Donc, j'en ai pas Oui, encore parlé, mais toujours sur le site de Donbass Insider, auquel on ne dira jamais assez à nos auditeurs et auditrices de se référer. Dans le site de Donbass Insider, il y a un article justement qui analyse ce que dit Merkel dans cet entretien. Et effectivement, elle avoue cyniquement que c'était pas les pays qui étaient garants, c'est-à-dire la France et l'Allemagne, avec la Russie, mais France et Allemagne, c'était du côté Union européenne, c'était pas du tout, c'était le cadet de leur souci d'obliger l'Ukraine à appliquer ces accords. Et effectivement, c'était pour donner à l'Ukraine le temps pour refaire son armée, parce qu'il faut jamais oublier que les accords de Minsk, aussi bien le premier qui date du 5 septembre 2014 que le second qui date du 11 février 2015, eh bien, ces accords ont été imposés à l'Ukraine parce que le régime de Kiev avait perdu militairement face aux armées, aux pauvres armées des républiques de Donetsk et de Lugansk. Les accords de Minsk ont été imposés parce que le régime de Kiev a perdu sur le terrain. Et effectivement, Merkel semble dire que, voilà, une fois que l'accord a été signé, on espérait que Poutine allait gober la sincérité des pays européens. Et en fait, ça a donné le temps à l'armée de se refaire une santé, quoi. Donc, j'en ai pas encore parlé. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion avant que je lance le générique de fin? Vas-y. Non, j'ai rien de particulier à dire, si ce n'est toujours essayer de chercher la vérité et ne pas rentrer dans des explications tarte à la crème. Voilà. D'accord. Chercheur de vérité.
Alors, moi, ce que je dirais, c'est que je ne pense pas que je ferai une émission demain, parce que là, je suis trop crevée, et j'ai pas encore choisi la personnalité que je vais vous faire écouter, mais ça sera un homme cette fois-ci, hein, parce que je veux alterner les hommes et les femmes. Donc, si c'est pas demain, ça sera sans doute mardi après-midi, voilà, ben, à 17h. Et cette fois-ci, ça sera vraiment un créneau de 2 heures, je vous promets. Ok. Un petit commentaire, salut, eh ben salut à tout le monde. Et pour se quitter, merci Lily, merci. Ah, alors il y a Lynn Modia qui nous dit, je suis devant YouTube, vous tapez RT France. Alors là, je vous promets, dès qu'on a fini, je vais regarder. On va regarder Jean-Baptiste et moi, pas de problème. Alors, pour se quitter avec le générique, eh ben, c'est toujours la chanson, le chant patriotique, l'adieu des femmes slaves que je vais vous passer. Mais à chaque fois, je vous dis, je vous montrerai une version différente. Et là, comme c'est Noël et que Noël, ben, c'est la naissance du petit Jésus, eh ben, j'ai trouvé une vidéo absolument émouvante où on voit un petit garçon qui joue à l'accordéon la mélodie du chant de l'adieu des femmes slaves. Voilà. Et c'est avec ça qu'on va se quitter. Salut Jean-Baptiste, salut tout le monde. Salut tout le monde, salut Jocelyne.